Bonjour tout le monde, merci de nous rejoindre sur Naissance TV en compagnie de Patrice Marty. Bonjour Patrice, merci de ta présence. Bonjour Anatole et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, tu vas nous faire une conférence sur les crânes de cristal. Tu as sorti un livre aux éditions Lanor, les crânes de cristal, porteurs de sagesse. Donc on va essayer un petit peu de voir de quoi parle ce livre, mais également des crânes de cristal, quelle est véritablement leur fonction sur Terre, parce que il est vrai que il y a quelques années, pour ma part, j'avais fait, en tous les cas, un atelier avec une personne qui faisait sur les crânes de cristal. Et il est vrai que c'est extrêmement puissant au niveau énergétique, mais cela fascine ces crânes comme ils font peur aussi. Hein. D'avoir un crâne comme ça à la maison, on s'est souvent posé la question, est-ce qu'ils n'auraient pas plutôt pu peut-être faire, je ne sais pas moi, un truc peut-être plus joli que le crâne de cristal, tu vois. Voilà, donc on va essayer un petit peu de voir ça aujourd'hui. Bien, bah écoutez, pour les personnes présentes, merci à vous tous de votre présence cet après-midi. Et puis, vous inquiétez pas pour les énergies de la semaine, hein, elles se feront tout à l'heure, à 20h30. Voilà. Alors Patrice, déjà, c'est bien de te présenter à nos auditeurs. Moi, je suis un chercheur passionné, je ne suis pas un chercheur diplômé. Je parcours le monde pour aller à la rencontre de tous ces mystères, alors aussi bien les crânes de cristal, mais pas que. Je travaille aussi sur les crânes allongés, sur les pyramides, sur les Houparts, sur beaucoup de sujets. Et en fait, je me rends compte que c'est toujours des sujets qui nous ramènent à ces anciennes civilisations, à ces anciennes connaissances et bien souvent à ces anciennes civilisations galactiques qui étaient là avant nous. Absolument, c'est Pour vrai les, que… pour les crânes de cristal, je suis arrivé comme ça. J'ai commencé à dessiner des crânes, j'étais gamin. Et, euh, et ensuite, en grandissant, j'ai fait beaucoup de recherches un peu compliquées au début parce qu'il n'y avait pas Internet. Et puis, voilà, jusqu'en 2003, où j'ai pu rencontrer un crâne ancien qui, pour la première fois, venait en Europe. Et quand j'ai mis les mains sur ce crâne ancien, j'ai plein d'images qui me sont revenues, plein de choses mystérieuses pour moi, puisque des choses que je ne connaissais pas. Et à force de recherche, à force d'essayer de comprendre ce qui s'était passé, j'ai compris que c'était les Mayas. Et c'est comme ça que je suis parti au Mexique la première fois pour aller à la rencontre de cette civilisation que je ne connaissais pas du tout, de ces sites que je ne connaissais pas du tout. Et, et, euh, et là a commencé un vrai parcours de vie qui continue d'ailleurs toujours aujourd'hui. D'accord. Et donc, du coup, justement, c'est intéressant que tu parles des Mayas. Quand tu es allé, quand tu as touché ce crâne, qu'est-ce que tu as vu exactement? Qu'est-ce que tu as ressenti? D'abord, quand j'ai mis les mains dessus, j'ai eu des petits picotements comme ça dans les mains. Et ensuite, j'ai mis mon troisième œil sur le troisième œil du crâne. Et c'est un crâne ancien qui s'appelle Max, qui est connu. Et quand j'ai mis mon troisième œil sur le crâne de Max, comme ça, il y a plein d'images qui me sont revenues de sites, de lieux que je ne connaissais pas, de pyramides, de personnages avec des plumes, des tenues un peu bizarres. Et voilà, je comprenais pas tout ce que c'était tout ça. Et à force de recherche, j'ai compris enfin que c'était les Mayas. Et c'est pour ça que je suis parti en 2004 ou 2005, je ne sais plus, la première fois, il y a une vingtaine d'années au Mexique. J'y suis retourné encore l'année dernière, mais j'y retourne encore l'année prochaine. C'est un pays que j'aime beaucoup visiter. Cette année, je suis sur le Pérou et la Bolivie, mais voilà, j'organise des voyages comme ça un peu partout chaque année. Et, et, euh, et voilà, et ça m'a vraiment permis d'aller sur tous ces lieux, sur tous ces sites, de me reconnecter à l'énergie de cette culture, de ces peuples-là, de ces peuples premiers. Et aussi, bien évidemment, par la force des choses, au crâne de cristal. Et tout à l'heure, tu disais que les crânes, parfois, on se disait que c'était bizarre, la forme, que ça pouvait faire Mhm. peur. Mais ça, en fait, ça fait peur parce que s'il y a un truc que vous devez retenir, c'est le crâne, c'est un symbole de connaissance dans toutes les cultures du monde entier. Hein. Il y a juste l'Église catholique qui en a fait un, un symbole de mort. Et donc, on doit se défaire de ces 2000 ans d'éducation judéo-chrétienne où on a assimilé le crâne à la mort, comme le serpent à l'animal du mal, alors que c'est une symbolique pardon, de guérison, le serpent.
On le retrouve sur le caducée des médecins, on le retrouve sur le caducée des pharmaciens. C'est deux serpents qui s'entrecroisent comme ça. C'est la représentation de notre ADN. Et voilà, donc il faut se défaire de cet a priori qui a été assimilé à la mort pour les crânes, alors que c'est avant tout vraiment un symbole de connaissance. Mais c'est vrai dans les cultures du monde entier. Et une fois qu'on a passé ce cap, qu'on se reconnecte à l'essence même des crânes de cristal, on s'aperçoit que c'est une énergie qui est juste magnifique. Et ça a la forme du crâne aussi, parce que les crânes, c'est aussi le berceau de notre cerveau, hein, c'est là où il y a notre connaissance, mais pas que, c'est aussi ce qui permet de nous reconnecter, le crâne, à l'invisible avec le troisième œil, ou alors au monde galactique, au monde supérieur avec le chakra coronal. Donc, bon, tu vois, le crâne, il ouvre vraiment comme ça sur d'autres dimensions. Et si on avait mis une autre symbolique, ça marchait pas. Et c'est pour ça que je les appelle porteurs de sagesse, parce que justement, ils permettent de se reconnecter à travers le troisième œil, à travers le chakra coronal, à travers la glande pinéale, à travers la glande pituitaire, tout ça est dans le crâne. Et donc, c'est ça qui nous permet de nous reconnecter à notre essence divine, à qui on est vraiment, à notre lumière intérieure aussi, pour faire ce travail-là. Et c'est pour ça que les crânes, ils sont porteurs de sagesse, parce qu'ils nous aident sur ce chemin-là. On sait que le cristal a la capacité d'amplifier, que ce soit les énergies, les émotions ou même l'information. Et du coup, les crânes nous aident à évoluer sur ce chemin spirituel, sur ce chemin d'éveil, de connaissance de soi et du monde qui nous entoure, et bien au-delà. Et voilà, c'est pour ça que pour moi, ils sont importants, parce que c'est une aide indéniable sur le développement personnel aujourd'hui, pour moi, et pour beaucoup de gens à travers la planète aujourd'hui, mais parce que le cristal a cette capacité d'amplifier. C'est vrai qu'une méditation qui est faite sans avoir un crâne en cristal, ou une méditation avec un crâne en cristal, ça va prendre des proportions différentes. J'ai l'impression que l'énergie circule plus vite, c'est plus palpable, je ne sais pas comment dire, mais c'est vraiment une pierre très particulière, le cristal. Et donc, du coup, en fait, quelles sont les propriétés? Donc, c'est ça qui est très intéressant. Les personnes qui veulent acheter un crâne de cristal, on dit souvent d'ailleurs que ce n'est pas toi qui choisis le cristal, c'est le crâne de cristal qui te choisit. Et une fois qu'on en a un, comment on se sert d'un? Est-ce que c'est juste un objet qu'on pose comme ça? Est-ce qu'il faut poser ses mains? Comment on travaille? Comment on travaille de conserver Alors, quand on devient gardien d'un crâne, effectivement, je pense que c'est le crâne qui nous choisit. Moi, j'ai jamais levé un matin en me disant, tiens, je vais aller acheter un crâne. C'est toujours les crânes qui sont venus à moi. Et là aussi, c'est plein de synchronicité. C'est pour ça qu'il faut rester aussi ouvert à tout ça, à ce qui se passe dans l'univers, à ce que l'univers nous envoie. Parce que moi, j'ai toujours été gardien de mes crânes qui sont arrivés par des circonstances toujours très drôles. Mais une fois qu'on est gardien d'un crâne, je ne vais pas pouvoir tout expliquer là en une heure, mais il y a beaucoup d'infos aussi que j'ai mis dans le bouquin là-dessus, parce que souvent on me posait cette question. Mais je pense que si on a un crâne en cristal et qu'on le laisse sur une étagère à prendre la poussière, il va rien se passer de plus que si on avait une lampe de chevet ou un cendrier. Donc à un moment donné, il va falloir le travailler avec ce crâne au niveau énergétique, au niveau de méditation, au niveau de mise en contact avec d'autres crânes, sur des sites sacrés aussi. Alors moi je pars loin, au bout du monde, des choses comme ça, mais il n'y a pas besoin. Ça peut être au bord d'une rivière, d'une cascade ou d'un arbre maître, et on peut faire le job aussi de la même façon, tu vois. Et ça, c'est important de l'activer. C'est comme ça qu'après, le crâne va avoir comme une personnalité. Je ne sais pas trop comment expliquer. Une année, j'étais avec Drunvalo Melchizedek aux États-Unis, qui a écrit les bouquins sur la fleur de vie. Et on discutait, et j'ai passé toute une journée avec lui. Et Drunvalo me disait que pour lui, les crânes sont habités par des entités de sages, de chamans, de personnes comme ça, qui, au lieu de se réincarner en humain, vont venir intégrer un crâne pour essayer de continuer à aider l'humanité dans son évolution collective et individuelle. Donc voilà, il y a cette croyance-là. Après, ça peut être des énergies. Je ne sais pas quel mot on peut y mettre en vrai là-dessus, mais moi, je sais quand il y a un de mes crânes qui me donne un message, je sais lequel c'est précisément, comme si chacun avait sa propre personnalité, effectivement, ou sa propre énergie, je ne sais pas comment dire. Ouais, sa propre conscience, en quelque sorte. Mais, oui, c'est ça, ouais. Et en fait, on pourrait voir ça un peu comme
comme un récepteur d'informations, puisque même un crâne, est-ce que tu penses par exemple que si tu as un crâne chez toi et que tu désires, justement, comme on sait que c'est une technologie, on peut voir ça comme ça, qui a été donnée par des galactiques il y a très longtemps, tu penses qu'on peut s'en servir pour connecter beaucoup plus facilement des êtres galactiques? Oui, parce que, encore une fois, le cristal permet d'amplifier. On sait aujourd'hui que le cristal, c'est une pierre qui est assez particulière, qui est piézoélectrique, qui génère de l'énergie. Quand on appuie dessus, ça génère de l'énergie, même sur un cristal de roche. Et c'est une des particularités, parce qu'on pense que le cristal, ça reste un organisme vivant. Même Tesla était convaincu de ça. Quand on travaille avec les crânes de cristal, ou le cristal, la matière du cristal, elle est importante. Aujourd'hui, notre technologie quasiment est basée sur l'utilisation du cristal. Le cristal, c'est la mémoire vive d'un ordinateur. Si vous m'entendez dans les micros, c'est parce qu'il y a de la silice du quartz à l'intérieur des micros. On s'en sert dans les satellites, dans les panneaux solaires, sur les caméras, enfin partout. Notre technologie est vraiment basée sur le cristal. On se sert beaucoup de ça. Et on pense que effectivement, ces crânes de cristal étaient des ordinateurs. La légende nous parle de 12 mondes et que chaque monde aurait mis à l'intérieur de ces crânes toutes leurs connaissances et que ces 12 crânes auraient été ramenés sur la planète Terre, en Atlantide à l'époque. Là, il y aurait eu un 13e crâne qui aurait été produit également. C'est pour ça que la légende parle des 13 crânes de cristal. Avant que l'Atlantide se casse la figure, on sait que les prêtres auraient ramené les crânes au Guatemala dans une grotte. Ils ont été conservés dans une grotte assez longtemps. J'ai été faire des méditations là-bas avec des anciens, parce que, encore une fois, je voulais me reconnecter à l'énergie de ce lieu. Et avant que les Espagnols n'arrivent, tous les crânes ont été dispersés parce que les Mayas ne voulaient pas que ça tombe dans les mains d'une seule civilisation et surtout pas des Espagnols, parce qu'ils disent que les 13 crânes réunis ont une telle puissance que ça ne pouvait pas tomber dans leurs mains. Donc c'est pour ça qu'ils nous expliquent que c'est pour ça que les crânes ont été dispersés et c'est pour ça qu'on les a retrouvés un petit peu partout, que ce soit au Mexique, au Guatemala, au Belize, dans l'Honduras, etc. Et voilà. Et donc ces crânes, effectivement, sont chargés d'une connaissance. Quelle différence il y a entre un crâne ancien comme cela ou un crâne contemporain qui a été sculpté la semaine dernière? C'est uniquement la somme d'informations qui est emmagasinée à l'intérieur du crâne. Donc ce qu'il faut faire quand on est gardien d'un crâne, c'est effectivement l'amener sur des lieux parce qu'il va récupérer de l'information, il va se charger de cette information pour pouvoir mieux la retransmettre après. Et il faut aussi pouvoir le mettre en contact avec des crânes anciens. C'est pour ça que moi, le mien, Sirius, qui est là, pardon, derrière, il a été en contact quasiment avec tous les crânes anciens que je connais sur Terre aujourd'hui. Moi, sur les 13, j'en ai référencé une dizaine. J'en ai 3 que j'ai toujours pas identifiés. Et donc, ces 10 crânes, je les ai mis dans le bouquin. Il les a quasiment tous rencontrés. Et donc, on a des photos qui sont dans le livre aussi où on voit l'information qui passe d'un crâne à l'autre. Donc, on sait que l'information, elle est transmise d'un crâne à l'autre. Ça a été photographié, mais pour l'instant, on n'arrive pas encore à traduire, à décoder ce qui est cette information. Je pense peut-être que des médiums, des choses comme ça, pourraient avoir accès à ce type d'informations. Moi, j'ai des informations à travers Sirius, mon crâne en cristal, qui s'appelle Sirius, et qui me donne des informations comme ça de temps en temps quand je lui demande, ou parfois quand c'est des choses vraiment super importantes, il va venir me donner des infos. Mais sinon, après, moi, je n'en sers pas comme une boule de cristal, je ne suis pas à leur demander des informations tout le temps. Et voilà, il y a une coopération qui se met en place comme ça, avec les crânes et son gardien. Et voilà, c'est une belle énergie. On parle d'une énergie cristalline tout autour de la planète qui permettrait aussi à l'humanité d'évoluer et d'aller vers quelque chose de différent de ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Quand on voit cette période qu'on est en train de vivre, qui est particulière, hein, et de grands changements, on parle d'apocalypse, qui veut dire la révélation, le temps des révélations. Et c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui sont en train de sortir en ce moment, c'est vraiment ça, quoi, tu vois, on est vraiment là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai voulu finir le livre avec la prophétie des Indiens Hopi. Quand j'ai été les rencontrer là-bas, ils m'ont amené voir la pierre des prophéties. Et sur la pierre des prophéties, il y a 2 lignes comme ça qui partent. Et en haut, il y a une ligne avec des bonhommes qui ont un gros cœur, comme ça, et qui montent des escaliers, qui continuent le chemin, qui continuent à monter. Et ensuite, il y a une 2e ligne comme ça qui descend, où tu as des gens qui tombent. Et
le papy avec qui j'étais me disait, tu vois, ceux qui tombent, c'est ceux qui ne sont pas dans le cœur. Et pour continuer à évoluer, continuer à monter, il faut rester dans le cœur, sinon on tombe. Et il me dit, on est à cette intersection-là aujourd'hui. Et c'est vrai, c'est encore plus vrai aujourd'hui, hein, on le voit bien. Les gens qui ne sont pas dans le cœur se cassent la figure, il leur arrive que des bricoles tout le temps, ça ne se passe pas bien. L'univers est très rapide dans son mode de réaction aujourd'hui. Et c'est vrai que moi je trouve ça intéressant d'être présent à cette époque-là, à cette période-là, et de voir tout ça. Voilà, c'était Oui, une même si ça a période qu'on n'aurait même pas imaginé il y a 5 ans, quoi. Non, c'est vrai. Même si ça a demandé à beaucoup de personnes de vivre des choses, effectivement, souvent compliquées avant, justement, pour être préparés aussi à cette période, tu sais, parce que on a tous eu des vies avec des parcours de vie, pour ainsi dire, quand même extrêmement compliqués. Et le fait d'avoir pu dépasser, tu vois, tous ces états, pour ainsi dire, d'être reconnecté à son soi, effectivement, au moment où ça va vraiment partir, eh bien, on ne sera pas dépaysés puisqu'on connaît. On le sait, on n'est pas dépaysé, il n'y aura pas de surprise. Par contre, pour quelqu'un qui avait fait l'autruche pendant des années, ça va être terrible. Ça, c'est sûr que ça va être terrible. Mais oui, alors, c'est sûr que ça va dire. les crânes, on peut s'en servir, je vais te dire, est-ce qu'on peut s'en servir, par exemple, pour justement, comme tu disais, reconnecter à son divin quelles sont, pour toi, de ton expérience, toutes les choses qu'on peut travailler sur soi avec un crâne de cristal? Une des choses les plus simples à dire, pas à faire, mais à dire, toujours je dis, il faut pouvoir travailler avec les crânes, il faut couper son mental et se placer dans notre espace du cœur. Quand on est dans notre espace du cœur, on est dans l'instant présent. Et quand on est dans l'instant présent, on peut travailler sur soi. Et c'est là où on va pouvoir dépasser des choses, c'est là où on va pouvoir émaner une énergie qui va nous permettre d'évoluer sur notre chemin. Et ça, c'est très facile à dire, c'est plus compliqué à mettre en place parce que c'est le travail d'une vie, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail quasiment quotidien. Moi, j'essaye de méditer régulièrement, pas tous les jours. Ma petite femme est plus assidue que moi là-dessus, mais voilà, essayer de me reconnecter à qui je suis vraiment, à travers les crânes qui aident, justement, tout à l'heure je disais que ça amplifiait, ça aide le processus de pouvoir faire ce chemin, et la faculté des crânes, en plus, j'ai l'impression qu'il s'adapte à la personne avec qui il travaille et au niveau où en est la personne, et ça c'est juste du bonheur, parce que quel maître aujourd'hui a cette capacité-là au quotidien de nous aider, de nous faire évoluer, tout en respectant qui on est au stade où on en est, et ça c'est juste du bonheur d'avoir ces outils et de pouvoir travailler avec au quotidien. Est-ce que pour toi, il y a un peuple galactique, peut-être, parce que tu vois, si ton crâne s'appelle Sirius, j'imagine que tu as quand même un lien avec les Sirusiens, mais pour toi, est-ce qu'il y a un peuple galactique qui est un petit peu plus, j'ai envie de te dire, un peu gardien, justement, de cette connaissance? Alors, il y a les Mayas, effectivement, qui est également un peuple, mais ça vient de Sirius aussi. Là, si je prends par exemple cela, est-ce que tu penses que justement les êtres cristallins ont une force peut-être plus puissante avec les cristaux, ou pour toi, tous les peuples galactiques ont, dans une certaine mesure, émis une forme de connaissance dans ces crânes? C'est ce que je disais tout à l'heure, la légende parlait de 12 mondes, et que chaque monde aurait mis sa connaissance dans les crânes. Donc ça veut dire que ces 12 mondes avaient la connaissance du cristal. Parce que je pense que c'est une matière qui est incroyable, dont on n'a pas fini encore de tout découvrir. Et c'est vraiment quelque chose en termes de vibration, qui est très particulier, le cristal de roche. Et je pense effectivement qu'il y a peut-être des peuples qui sont plus gardiens de cette connaissance-là que d'autres, peut-être, je ne sais pas. Sirius, c'est vrai qu'il est très connecté avec forcément cette énergie-là. Moi, je suis connecté aux Mayas, qui sont très connectés aussi à ça, et la partie Atlante des Mayas, et de toute cette connaissance. On le voit à travers les crânes qui ont été conservés en Atlantide, nous dit la légende, mais pas que. Il y a plein de temples qui sont dédiés aux Atlantes au Mexique et au Guatemala,
Et que ce soit à Palenque ou au musée d'anthropologie à Mexico, on trouve plein d'objets et plein de statues qui sont dédiées aux Atlantes. À Tula, sur la cité de Tula, il y a qui est plutôt Olmec, il y a des monolithes de personnes gigantesques avec des espèces de boîtiers sur la poitrine, avec des objets dans les mains, on ne sait pas si ce sont des armes, des outils, et qui sont appelés les Atlantes. Donc les Mayas, effectivement, avec cette connexion très forte avec l'Atlantide et Sirius, du coup. Donc c'est pour ça aussi certainement que je suis très attiré par les baleines ou les dauphins. J'organise un voyage tous les ans pour aller nager avec les dauphins, parce que les dauphins, ils ont cette connexion aussi, qu'on dit, de Sirius. Voilà, donc c'est important pour moi d'aller vers ces énergies-là, puisque je suis attiré par ça naturellement, j'ai envie de dire, tu vois. Et voilà. Après, le personnage que tu as montré sur le tableau tout à l'heure m'intéresse bien, parce que j'ai connecté des grands personnages bleus comme ça, un peu sur. Moi, je les appelle les êtres cristallins. Ouais, voilà. Et alors, j'ai connecté des grands personnages comme ça, bleus, ça c'était dans les Camp Circle en Angleterre, avec mon crâne de cristal, avec Sirius, où on avait reconnecté ces personnages qui sont assez grands, et cette énergie un peu bleutée comme ça, que j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas s'ils étaient cristallins, mais la couleur me fait penser à ça. Et voilà. Et souvent, quand je pose Sirius sur des lieux sacrés, où il y a un petit filet bleu qui sort au sommet de son crâne, comme ça, et qui se reconnecte avec je ne sais pas quoi. Et c'est toujours cette couleur un peu bleutée comme ça que j'aime beaucoup. Voilà. Ça veut dire que si on réunissait les traînes crânes de cristal, là, les uns à côté des autres, tu penses qu'il se passerait quelque chose? La légende nous dit que quand les 13 crânes de cristal seront réunis, la légende parle de 2012 à la base, mais on est en 2025. Donc la légende dit que quand les 13 crânes de cristal sont réunis, ils ont un message à délivrer à l'humanité. La légende n'en dit pas plus, pas moins. C'est juste ça. Après, c'est vrai qu'avec 2012, ils nous ont parlé de fin du monde, de fin de trucs, plein de bêtises. Mais la légende ne dit que ça. Est-ce qu'il se passerait quelque chose d'extraordinaire? Je ne sais pas. Je rêverais de pouvoir réunir les 13 crânes. Tu vois, un jour, moi, j'ai longtemps été l'organisateur du Festival des crânes de cristal en France. Et j'ai essayé de réunir un maximum de crânes. Je n'ai jamais réussi à réunir les 13. Moi, j'en connais que 10 sur les 13. Et puis, il y en a qui sont dans des musées, c'est un peu compliqué. Oui, voilà, il me semble qu'il y en a un à Londres, non? Alors, il y en a un à Londres, il y en a un à Paris, il y en a un à Washington. Ça, c'est pour les crânes qui sont dans des musées connus. Et après, ils sont gardés aussi. Justement, c'est ça ma question. C'est le fait qu'ils soient dans des musées et donc non accessibles, puisqu'ils sont vitrés. Est-ce que ce ne sont pas justement ces crânes-là qui sont les plus puissants? Mais ils sont un peu enfermés, tu sais, c'est comme les enfermés, donc vous pouvez les voir, mais vous ne les touchez pas. Alors, pour un crâne de cristal, la petite cabine en verre autour, ça n'a aucune incidence sur lui. Énergétiquement, il rayonne à plusieurs kilomètres. Celui de Londres, par exemple, qui est exposé au British Museum à Londres, c'est le seul qui est exposé. Celui de Washington et celui de Paris ne sont plus exposés. Mais la petite vitre en plexi autour ou en verre, ça n'a aucune incidence sur leur propre énergie. Au contraire, c'est pas ça. Je pense que ça les protège de tous les tordus qui pourraient passer par là éventuellement. Mais ça sur l'énergie du crâne en lui-même, aucune incidence. Non, absolument pas. Mais des crânes, donc cela, tu nous parles vraiment d'Amérique latine, mais des crânes, j'imagine qu'il y en avait de partout. Je pense que même à l'origine, est-ce qu'on en a retrouvé en Égypte, ou même en Orient, en Asie? Alors, en Égypte, non, j'ai pas connaissance de crâne en cristal en Égypte. En Asie, oui, il y en a eu au Tibet, ils en ont retrouvé dans l'Himalaya, ils en ont retrouvé beaucoup en Mongolie. Enfin, il y a eu beaucoup de crânes qui ont été retrouvés par là-bas. Il y en a en Europe, il y en a qui ont été retrouvés également, Amérique centrale, Amérique latine, où est-ce que la plupart des crânes dits anciens, plutôt là, comme ça, sur ces destinations-là. Parce que à l'époque où les Mayas les ont séparés, ils n'ont pas pu aller bien loin, les Mayas, quand ils ont séparé les 13 crânes. Ils sont quand même restés assez recentrés sur l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Et ensuite, les autres crânes dont je parle, c'est des crânes, des cultures qui vraiment avaient cette culture des crânes de cristal également. En Mongolie, c'était plus des crânes en jade.
au Tibet, au Népal, c'est vraiment des crânes en cristal qui décoraient beaucoup avec de l'argent, des pierres précieuses, des choses comme ça. Dans l'Himalaya, ils ont retrouvé 13 petits crânes en cristal qui sont assez particuliers, qui sont très très beaux. Ils ne sont pas très gros, mais ils ont une très belle énergie. J'ai pu travailler avec l'un d'entre eux qui est magnifique. Et ils ont été retrouvés avec ces 13 petits crânes par un archéologue. Et en même temps, il a retrouvé 2 petits corps de personnages qui faisaient 1m10, 1m20 à peu près. Et des petits corps comme ça. Et voilà, il y avait toute une légende avec la civilisation des Dropas là-bas qui tourne autour. Et c'est une civilisation qui viendrait des étoiles d'ailleurs, ces petits personnages. Donc voilà, moi je trouve ça passionnant, rempli de mystère. Moi, ça me ramène, quand j'étais gamin, Mystérieuse Cité d'Or et tous ces Bah oui. trucs-là, tu vois. Et ça a bercé mon enfance. Et je pense qu'en partie, ça a contribué à ce que je veuille aller voir tous ces trucs-là dans le monde entier, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir aller à la rencontre de tous ces mystères, que ce soit aussi bien les crânes de cristal, mais pas que. Comme je disais tout à l'heure, moi, je suis beaucoup à la recherche de tous ces objets qui ont un lien direct avec les galactiques. Et Dieu sait qu'il y en a. Voilà, Que souvent, tu peux nous citer justement comme objet que Oh, il y a des pierres mystérieuses qui sont un peu partout sur la planète, avec soit des écritures qu'on ne connaît pas, soit des écritures très anciennes qui ne devraient pas être là, ou des représentations de crânes allongés sur ces pierres, ou de dinosaures, et la pierre, elle a 3000 ans. Et juste pour voir pour représenter un dinosaure, il faut pouvoir en avoir vu il y a 3000 ans. Sinon, Ouais. nous, ça va, on a des fossiles, on sait à quoi ça ressemble, on a des ordinateurs qui peuvent modéliser ça. Mais quand on retrouve des traces des dessins de dinosaures avec des êtres humains, bah, c'est qu'à un moment donné, ils ont dû les Ouais, voir, tu vois. c'est ça. Donc voilà, il y a plein de pierres comme ça un peu partout sur la planète. Et puis, il y a aussi des momies qui ont été retrouvées. On a les fameuses momies de Nazca qui ont été rendues célèbres par Thierry Jamin au Pérou. Il y a des momies aussi au Mexique. Là, quand j'étais au Mexique au mois d'avril dernier, j'ai eu entre les mains une petite momie pas humaine. Alors, je ne veux pas dire exogène ou extraterrestre. Je dis juste que c'était pas humain et que c'était pas un animal. Voilà. Mais c'est pas humain. Donc des momies comme ça sur Terre, il y en a beaucoup. Là au Pérou, quand j'y vais aussi, on va voir une petite momie. Le monsieur qui a découvert la momie, je discutais avec lui, il me disait, moi, ma grand-mère, il me disait, alors que le monsieur il doit avoir au moins 75 ans. Imagine sa grand-mère. Sa grand-mère lui racontait des histoires de petits bonhommes qui étaient venus des étoiles et qui ont vécu avec leur tribu. Et la grand-mère lui expliquait qu'au moment où les petits bonhommes sont partis, ben, il y en a qui sont partis avec eux. Et il y en a qui sont restés. Donc lui, il a dit, moi j'ai retrouvé une momie, mais il y en a d'autres, puisqu'il y en a qui étaient restés, qui sont enterrés ici. Et voilà, et c'est des petits trucs, c'est haut comme ça. Ça doit faire 60 Il y avait cm, eu, 80 je me cm. souviens, c'était passé à un moment donné aux infos de 2 personnes qui avaient comme ça présenté comme 2 êtres un peu qui ressemblaient un peu à des. Bah, on voit bien que c'était pas humain, mais pareil sur 1m20. Je sais plus aux États-Unis, truc comme au Mexique. Alors cette histoire elle a vite été étouffée, si tu veux. On n'en a plus trop entendu parler parce que Ça visiblement, dérange. voilà, ça dérange et c'était pas du fake. Tu vois, donc Oui, bien sûr. Moi, je travaille beaucoup sur les crânes allongés. Et les vrais crânes allongés, pas des trucs qui ont été déformés artificiellement, pour ressembler aux vrais. Je parle des vrais crânes allongés. Moi, je vais les voir un peu partout sur la planète quand il y en a. Et il y en a partout également. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est caché, qui est discrédité à chaque fois, parce que c'est la seule preuve pour moi matérielle de l'existence d'une civilisation différente du sapiens sur Terre. Et là, par contre, c'est pas des petits, ils étaient plutôt grands parce que pour porter des crânes déformés comme ça, il fallait avoir un squelette un peu robuste et les, être plus grand. les hyperboréens qui ressemblent à ça. Oui, les hyperboréens, très certainement. Ouais. Et voilà, on parle de personnes qui devaient faire dans les 2 mètres Ouais. 50, 2 mètres 80 à peu près. Donc voilà, ça commence à faire des beaux gaillards pour justement pouvoir supporter des crânes de cette taille-là au niveau de la structure osseuse. Tu vois, il fallait quand même quelque chose d'assez robuste. Donc voilà, et ces traces, il y en a partout sur la planète de ces choses-là. Et moi, je me régale d'aller voir ça et d'aller découvrir J'ai ça. l'impression, Patrice, quand même, qu'en Amérique du Sud, on trouve beaucoup plus de secrets, de choses comme ça liées aux galactiques, liées un peu au mystère en fait de l'univers, comme si
comme si, c'était un peu plus ouvert. J'ai l'impression que même les gens là-bas, tu débarques là-bas, tu parles de galactique, ça semble, les gens m'ont l'air d'être très très ouverts par rapport Ben, à c'est l'Occident. ça. En fait, c'est pas qu'on trouve plus de choses là-bas. C'est que quand tu trouves des choses là-bas, ils en parlent librement. Donc, il n'y a pas de censure à ce niveau-là, il n'y a pas de tabou à ce niveau-là. Euh, quand il y a un ovni qui est filmé, ça fait l'ouverture du JT, tu vois. C'est pas, ils s'en moquent pas, ils rient pas, ils vont pas tourner ça en dérision. C'est voilà, c'est factuel. Ça a été filmé, on vous le montre, quoi. Pour moi, un des plus célèbres, c'était quand le volcan de Mexico s'est commencé à bouger un peu, et il a commencé à s'exciter. Il y a des caméras tout autour, et les caméras des volcanologues, quand le volcan commence à trembler un peu, tout s'allume et ils filment pour filmer les éruptions. Et sur les caméras des volcanologues, il y a un objet qui rentre dans le volcan. L'objet fait 1,2 km. C'est pas un petit truc. 1,2 km le bazar. Ça rentre dans le volcan. Ça fait l'ouverture du JT. Ils te disent, voilà, il y a un truc qui est rentré dans le volcan, c'est parce que ça fait 1,2 km. Bon. Et voilà. Et vous ne pouvez pas le renier, le truc, c'était filmé avec les caméras des volcanologues. Tu vois, c'était pas. Ah ouais. Mais pour eux, c'est normal. C'est pas. Moi quand j'ai été au Mexique, c'était en 2019, je crois, je sais plus. Oui, 2019, ça devait être. Je vais au Mexique pour aller voir ces pierres mystérieuses qui ont été découvertes dans un petit village qui s'appelle Orelos, au nord de Mexico, enfin très loin. Et je vais voir ces pierres là-bas. Puis en revenant, le gars, je dis, mais vous envoyez, vous, des trucs bizarres dans le ciel? Oh, il me dit, oui, tout le temps, tout le temps. Il me dit, là, tu vois, entre cette montagne et cette montagne, c'est un autoroute, le truc, il y en a tout le temps qui passe. Voilà. Et voilà. Et il me dit, la dernière fois, ma femme, elle en a vu un, il était tellement gros, on ne voyait plus la montagne. Voilà. Et pour eux, c'est normal. Voilà. Et je dis, alors, ben, alors quoi? Il me dit, il est passé. Ah Pour ouais, tu eux, vois. c'est juste C'est ça normal. que Et donc, c'est pour ça que voilà. souvent j'invite les gens aussi un peu à voyager et à sortir un peu justement Oui, mais il y a plein de choses en du France. quotidien. Oui, mais un peu du quotidien, si tu veux, parce que dans le quotidien, en France, tu as l'impression qu'il existe un petit peu que ce que tu vois sur les réseaux, comme maintenant, en plus de ça, l'IA est en train de prendre une place très importante. Oui, oui. Alors, moi, je ne critique pas l'IA, je fais des toiles avec l'IA, mais j'ai mis un post sur Facebook pour ceux que ça intéresse. Je le mettrai aussi sur YouTube pour expliquer exactement ce qu'est l'IA. Mais toujours est-il que, bien évidemment, que tu vois, dans ces pays-là, je l'ai entendu, aux États-Unis, ils sont aussi, même les Américains, sont plus ouverts aussi. Et en France, on est. Des fois, tu sais, quand j'entends des gens qui me parlent justement, ah voilà, je suis dans tel pays, voilà, telle personne m'a parlé de ça, une personne, tu dis un papy de 60, enfin un papy entre guillemets, mais une personne de 75 ans qui te parle, bah ouais, voilà, petite momie, truc galactique, tu vois, ça semble tout à fait normal. Ici, tu as un repas, tu dis, tu fais quoi dans la vie? Je suis Canal Galactique, c'est quoi ça? De quoi tu me parles là? Tu vois, c'est incroyable, c'est incroyable. Et quels Non, mais sont c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de choses, hein. Il faut chercher, je vous assure. Moi, j'ai fait des trouvailles en France de dingue, hein. Il y a des trucs de malade. comme quoi, par exemple, qu'est-ce que tu as pu voir en France vraiment qui t'a marqué dans. Alors, je les ai pas encore vus, mais je ne. J'ai pas dit mon dernier mot. Il y a des pierres de dingue en France qui ont été trouvées euh, dans une forêt et dans le Tanchel. Et c'est des pierres magnifiques, hein, où il y a pareil des objets volants dessus, où il y a des personnages comme Spock avec les oreilles pointues et tout, enfin, des trucs de dingue. Ça a été récupéré par un musée, ils ne veulent pas qu'on le voit. Je suis en train d'essayer de pouvoir aller voir ces pierres, en faire des photos. Les seules photos que j'ai pour l'instant, c'est des photos qui avaient été faites par la gendarmerie au moment où les pierres ont été trouvées. Donc voilà, j'essaie d'aller voir les pierres. Par exemple, après, on avait les pierres de Glosel aussi, qui étaient des pierres avec une écriture. Tout de suite, on a dit que le monsieur, c'est lui qui avait créé ça, que c'était un faux, que voilà, tout de suite, on a voulu discréditer le messager pour mieux discréditer le message, tu vois. Et c'est souvent comme ça que ça se passe en France. Là, ils ont fait, par exemple, Notre-Dame. Ils ont restauré Notre-Dame de Paris. Au centre de Notre-Dame, au centre, hein, donc ça veut dire l'endroit le plus important de Notre-Dame, ils ont retrouvé 2 cercueils. 2 cercueils en plomb. T'imagines bien que quand on met des personnes dans des cercueils en plomb,
c'est parce qu'on ne veut pas que ça sorte, hein, et que l'énergie est contenue par le plomb. Et, et donc, c'est quelque chose de très important. On a retrouvé 2 corps à l'intérieur. Il y en a un, ils nous ont dit c'était le corps d'un prêtre. Le deuxième, qui est assez grand, j'ai pas la taille, qui était un chevalier, parce qu'il avait une épée avec lui. Et lui, a priori, d'après les photos que j'ai eues, il avait le crâne allongé. Qui c'était ce gars-là, tu vois? Mais il y a plein de mystères comme ça aussi en France. On a retrouvé en Alsace aussi un crâne allongé d'une femme, d'une princesse. Et voilà, et parfois il faut juste chercher un peu, c'est un peu plus compliqué en France parce que c'est verrouillé, c'est un peu caché, mais après il y a des choses partout. Moi j'ai cherché un crâne en cristal pendant plus de 6 ans. Je raconte l'histoire dans le bouquin. Vraiment, pour moi, il était important celui-là. Je sais que j'étais gardien de ce crâne dans une vie passée. Je l'avais perdu pour plein de raisons. Et à chaque fois que j'allais au Guatemala, j'étais malade parce que je ne pouvais pas sortir du Guatemala sans être malade. Et je pense que c'est le crâne qui ne voulait pas que je sorte, que je puisse me reconnecter avec lui. Jusqu'au jour, après 6 ans de recherche, j'arrive à le retrouver. Et quand je le retrouve, il a effectivement un crâne un peu allongé. C'est la seule chose que je n'avais pas vue, moi, dans mes visions de vie passée. Mais sinon, j'aurais pu le dessiner parfaitement. Et vraiment, il était très particulier avec ce crâne allongé. Et je prends contact avec le musée et je lui dis est-ce que vous avez un crâne en cristal dans le musée? Elle me dit non, 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 pas de crâne en cristal, fin de non-recevoir, terminé. Donc, eux aussi, hein, parfois, ils sont un peu durs comme ça et ne veulent pas tout dire non plus parce que ils ont été aussi quand même pas mal embêtés avec les Blancs qui les ont massacrés, torturés. Enfin, tu vois, ça n'a pas été simple non plus là-bas. Donc, quand tu as un Blanc qui arrive et qui veut des infos, bah, on dit non tout de suite. C'est plus simple. Et moi, ça fait depuis 2020, depuis 2003 que je vais au Mexique et au Guatemala. Donc voilà, maintenant, j'ai des contacts, j'ai des gens sur place. Ça se fait petit à petit, c'est long, mais voilà, tu y vas 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout de la 3e fois, ils vont commencer à te montrer des choses. Et j'étais au Guatemala avec mon guide et je lui explique toute ma recherche que j'ai faite. Il me dit, Patrice, t'es sûr que le crâne est dans ce musée? Je lui dis, pour moi, tout me ramène là. Et encore une fois, un message de l'univers. Et il me dit, la conservatrice, c'est une copine, j'ai fait l'école des beaux-arts avec elle. Je suis magnifique. Il l'appelle et ils discutent en espagnol. Je ne comprends pas bien l'espagnol, je ne parle pas. Je le comprends un peu, mais je ne parle pas. Et donc, je ne sais pas ce qu'ils se racontent. Et à la fin de la communication, il me dit, effectivement, ils ont bien un crâne dans le musée, sauf qu'il n'est pas exposé. Il est dans la cave du musée. Et je dis, mais moi, je veux le voir. Et grâce à lui, on va organiser une visite. L'année d'après, j'y retourne. On organise une visite et je vois le crâne. Et je reste pendant 1 heure tout seul avec le crâne. Tout mon groupe visite le musée. Et quand mon groupe arrive, on fait une méditation tous avec le crâne, etc. Une énergie magnifique. Il est vraiment très, très beau. Et pour moi, il fait partie des anciens. Et à un moment donné, tout pète dans le musée. On se retrouve dans le noir le plus total. Il n'y a plus de lumière, plus rien. Même les trucs issus de secours, là, il n'y a plus rien qui s'allume. La conservatrice vient nous voir un peu paniquée en disant surtout, vous ne bougez pas, vous restez dans la pièce, vous ne sortez pas. Et au bout de 10 minutes, 1/4 d'heure, la lumière revient. Et je vois la conservatrice revenir avec sa goutte de sueur comme ça. Et elle me dit, c'est pour ça qu'on ne le sort pas de la cave. Dès qu'on le sort, il y a tout qui pète dans le musée. Parce que le crâne, il a une telle énergie. S'il le laissait dans le musée sous un petit plexi comme à Londres, il prendrait sa place, il n'y aura pas de souci. Là, dès qu'il le sort, le truc, il pète. Il a une énergie de dingue, ce crâne. Et voilà. Et des objets comme ça, il y en a partout dans le monde entier. Et ces crânes de cristal, pour moi, c'est vraiment un don qui nous est proposé pour d'évolution, de travail sur soi, pour soi et pour l'humanité. Et à chaque fois que je suis avec les anciens, quand on travaille avec les crânes de cristal, quand je leur demande d'où viennent leurs dieux, d'où viennent... Tous, ils me montrent les étoiles. Il n'y en a pas un qui me dit ça vient du pays d'à côté, de la mer, de sous la terre. Non, rien. Toujours c'est les étoiles. Tous. Donc oui, à un moment donné, on a eu un lien avec le galactique et ces crânes en sont une des preuves vivantes. Et ça les dérange aussi, l'histoire des crânes de cristal, les scientifiques classiques, parce qu'on nous explique qu'on ne peut pas tailler le cristal avant le 19e siècle, puisqu'il n'y avait pas de meules de diamant. Les meules de diamant font leur apparition au début du 19e siècle. Et c'est grâce à ces meules de diamant qu'on peut sculpter et polir le cristal.
Et ils nous disent, avant, c'est pas possible parce que le cristal, c'est une pierre qu'on ne peut pas tailler si on n'a pas une pierre plus dure que celle qu'on veut tailler. Plus dure que le cristal, c'est le diamant. Donc, les meules de diamant font leur apparition au début du 19e en Allemagne. Et les scientifiques nous disent, tous les crânes de cristal, début du 19e, puisqu'avant, c'est pas possible de tailler le cristal. Sauf que, il y a plein de crânes qui ont été découverts avant le 19e et qu'on a plein d'objets dans les musées qui ont été taillés avec un polissage parfois au micron et qui datent bien avant le début du 19e siècle. Oui. Je pense à une statuette hittite qui doit être haute comme ça à peu près. Les Hittites, c'est 1500 ans avant Jésus-Christ, Turquie. Elle a un polymiroir, la statuette. Comment ils ont fait il y a 1500 ans? Toutes ces pièces-là, on les retrouve dans des musées. Il y a des vases en Égypte, il y a des trucs en Grèce, partout, sur le monde entier. Des petites statuettes mayas. Dans le monde entier, on retrouve des objets en cristal qui ont été taillés bien avant le 19e siècle. Donc oui, les anciens avaient la technologie pour tailler le cristal. Certainement qu'on a dû perdre, puisque nous, il a fallu attendre le début du 19e avec les meules de diamant. Comment ils faisaient avant? On n'en sait rien. Donc, c'est pas dingue de penser que ces crânes sont beaucoup plus anciens que ce qu'ils veulent bien nous faire croire. Donc, quand c'est un crâne en cristal 19e, pour tous les autres objets, ça dérange personne, pas de souci. Donc voilà, il y a deux poids, deux mesures avec les crânes de cristal. C'est pour ça qu'on nous dit, c'est des faits que les crânes de cristal sont tous des faux. Non, c'est pas vrai. C'est eux qui vous racontent ça, c'est eux qui racontent. Mais on est, comme je disais tout à l'heure, c'est l'Apocalypse, c'est le temps des révélations. On sait maintenant qu'il y a des choses qui sont cachées, des choses qu'on ne sait pas faire. La pyramide de Khéops, on serait incapable de la faire aujourd'hui. Avec toute la technologie qu'on a, avec toute la connaissance qu'on a, on est incapable de refaire la pyramide de Khéops. Et c'est vrai pour beaucoup de pyramides. Moi, j'ai discuté avec un architecte en Angleterre pour la pyramide d'Angleterre, qui est une pyramide ronde à degrés. Il me disait, on est incapable de refaire ça. Incapable. Il y en a plein des comme ça sur Terre, beaucoup, je vous assure. Moi, je vais tous les ans, je vais en Bosnie. La pyramide de Bosnie, c'est la plus grande et la plus vieille pyramide du monde. Ils ne veulent pas en entendre parler. Datée de 30 000 ans. 30 000 ans, mon Dieu, l'homme de Cro-Magnon, ils ne veulent pas en entendre parler. Pas de pyramide, c'est pas possible. Mais pourquoi? Ça remet en cause plein de choses. Je pense qu'il y a des élites qui perdraient leur pouvoir, leur influence, je ne sais pas comment dire. Ouais, les élites, et puis aussi, je pense, surtout le monde scientifique qui serait complètement remis en question sur énormément de points. Et ça, et religieux. Et religieux. Fort, donc, j'imagine que, oui. Et les religions. Ah les religions, surtout les religions. Aussi. Voilà. Ouais. Donc voilà, et les crânes, ils sont noyés dans tout ça. Et voilà, et c'est pour ça qu'à travers ce livre, j'ai vraiment voulu les remettre à leur place, aussi bien à travers tous les chercheurs qui ont fait l'histoire des crânes de cristal, de présenter aussi tous les crânes anciens que j'ai pu évoquer, dont Max, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou d'autres qui sont dans le bouquin, bien évidemment. Mais aussi, je voulais aider les gens à pouvoir travailler avec. C'est bourré d'exercices, de méditation, de façons de travailler avec les crânes, comment les énergétiser, comment les nettoyer, comment les recharger, comment les activer. Enfin, il y a plein de choses. Vraiment, j'ai voulu quelque chose de très ludique en même temps. Et quand j'ai créé le bouquin, on était en phase d'écriture. J'ai plein de gardiens. Je leur ai expliqué que je faisais un livre sur les crânes, mais tous m'ont dit, tiens, on te donne une méditation. Et ça a été vraiment un moment de partage incroyable aussi, l'écriture de ce bouquin. Et j'ai plein de personnes que j'ai rencontrées depuis ces 20 dernières années. Certaines sont reparties vers les étoiles. Et je t'assure, quand j'écrivais le bouquin, elles étaient là, elles m'ont aidé, soutenu et fait passer de l'énergie, des informations, des choses. C'était un moment très agréable, cette phase d'écriture, parce que j'avais vraiment l'impression d'être porté par toutes ces énergies et toutes ces personnes qui étaient parties. Et c'était vraiment très, très agréable. Donc voilà, j'espère que j'ai réussi à faire un livre accessible. C'est ça qui pour moi est important. Tout en couleur, parce que je voulais vraiment que toutes les photos des crânes soient en couleur et que les gens puissent se reconnecter avec l'énergie des crânes. Même sur les photos, ça marche très bien. Et voilà, c'était pour moi une façon vraiment de matérialiser ces 20 ans de recherche que j'ai sur les crânes, sur tous ces festivals des crânes de cristal que j'ai organisés en France. Quand j'ai fait le premier festival des crânes de cristal, c'était en 2005. J'avais commencé à communiquer en 2004. Et à l'époque, personne ne parlait des crânes de cristal en France. Tu vois. Ils m'ont pris pour un fada, pour un fou quand j'ai commencé à vouloir faire ça. Et tout le monde m'a dit, ça ne marchera jamais, tu vas te planter.
C'était des gros budgets, je faisais venir des gens des États-Unis, il fallait payer les billets d'avion, l'hébergement, etc. Et ça a marché tout de suite, il y a eu beaucoup de monde, les gens étaient réceptifs tout de suite. Et après ça, l'énergie des crânes de cristal, j'ai l'impression qu'elle est revenue en France et les gens ont commencé à retravailler avec ça. Et aujourd'hui, il y a tellement de gens qui travaillent avec les crânes de cristal, je trouve ça magique, quoi, tu vois, d'avoir été à l'origine de ça. Quand moi, en 2002-2003, je voulais acheter un petit crâne en cristal, je n'en trouvais pas en France. C'est un pote qui est parti au Brésil qui m'en a ramené un du Brésil. Maintenant, tu vas dans n'importe quel magasin de minéraux, il y en a plein des crânes de cristal. Avant, pour en trouver un, c'était mission impossible. Même des articles ou dans la presse ou des choses comme ça, tu n'en trouvais nulle part, quoi, tu vois. C'était compliqué. Maintenant, avec Internet, c'est beaucoup plus facile d'avoir des infos. Mais à l'époque, il y a 20 ans, c'était… Combien ça coûte un crâne de cristal? Alors, tout va dépendre de la qualité du cristal, de sa taille et de son poids. Voilà. Un petit crâne, ça vaudra moins cher qu'un gros, forcément, parce qu'il y a moins de matière première. Il faut savoir qu'un crâne comme Sirius, il fait 8 kilos, il est de taille humaine. Il faut 3 fois le volume brut pour avoir le volume final. Donc, ça coûte cher. Et ensuite, plus il est gros, plus il va falloir des meules de diamant. Et le diamant, ça coûte cher. Donc, plus le crâne va être gros, plus ça va coûter cher. Et après, c'est la qualité du cristal aussi qui va déterminer son prix. Plus tu as un cristal transparent, limpide, comme des cristals de l'Himalaya ou des choses comme ça vaut une blinde parce que le cristal est vraiment très, très pur et vraiment très, très beau et d'une belle vibration. C'est vrai que j'aime beaucoup ce cristal d'Himalaya là-bas qui est vraiment très particulier. Le cristal au Pérou est plus blanc, plus laiteux, il est presque opaque, mais ça reste du cristal de roche malgré tout. Celui du Brésil est un peu entre les deux. Il est assez clair, le cristal du Brésil, mais avec beaucoup d'inclusion à l'intérieur. Donc voilà, c'est ce qui va faire le prix d'un crâne. Et après, il y a la personne qui va sculpter, si elle est très connue ou pas, comme un artiste. Aujourd'hui, il y a un des artistes les plus connus de tailleur de crâne qui s'appelle Leandro, qui est un Brésilien, Leandro de Souza, qui lui taille les crânes. C'est vrai que les crânes aujourd'hui que lui propose, ils ont un vrai coût parce que sa cote a monté et comme un artiste. Oui. Et voilà. Voilà. J'imagine. Enfin bon, c'est tout un art aussi, j'imagine, de faire un crâne. Voilà. Oui, et puis lui, il les fait vraiment en conscience. Je pense que quand on sculpte un crâne en cristal, c'est pas anodin, quoi. C'est pas comme si tu tailles une sphère ou une pyramide ou je sais pas, ou un cheval. Tu vois, voilà, c'est une autre approche. Je pense que ceux qui taillent un crâne, c'est parce qu'ils ont déjà cette connexion avec l'énergie des crânes et voilà, il y a quelque chose aussi qui se passe. Quelle est la chose la plus incroyable et la plus inexpliquée que tu n'aies jamais vue aujourd'hui? Il y en a beaucoup. Ce que je te disais tout à l'heure, les deux personnages que j'ai vus dans les Crop Circle, ça c'était pas mal. J'ai souvent eu enfin pas souvent, j'ai eu quelques apparitions de choses, de boules de lumière et d'objets volants dans les Crop Circle en Angleterre qui étaient pas mal aussi. Et après, c'est des expériences que j'ai eues avec mes crânes. Ça, j'en ai eu pas mal, ouais. Sirius, celui-là, là, il travaille comme une clé, hein, au sens propre et au sens figuré. Il m'a ouvert des lieux, vraiment. Ça, quand ça se passe, c'est juste, voilà, c'est de la magie. Tu te dis comment c'est possible, quoi, tu vois. Et voilà, j'ai été nager avec les dauphins aussi. Vraiment, il y a une connexion avec les dauphins. Je raconte ça dans le bouquin qui est incroyable. Et parce que les dauphins, ils ont de la silice dans le cerveau. Nous, on a de l'apatite. Eux, c'est vraiment de la silice. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a cette vibration entre les crânes de cristal et les dauphins qui sont importants, comme avec les baleines. J'ai longtemps été nager avec les baleines. Et voilà, donc ça, c'est des moments qui sont vraiment magnifiques. Mais j'en ai eu vraiment beaucoup. Après, c'est toutes les synchronicités aussi qui se mettent en place pour arriver à un truc final. C'est juste magique, tu vois. L'histoire de mon crâne tout à l'heure dans le musée. Voilà, toutes mes recherches, ce guide qui connaît la conservatrice, ça se fait, tu vois. Il m'en faut pas beaucoup pour m'émerveiller, tu vois. Donc, j'ai l'impression que le chemin de vie que j'ai eu, il a été toujours parcouru avec à mes côtés mon enfant intérieur qui est toujours là, qui est jamais parti, qui a toujours été à mes côtés
et qui m'a toujours permis de voir les magies de la vie, la magie de la vie et de tout ce qui se proposait ou se présentait. C'est vrai que j'ai eu une vie tellement remplie avec toutes les rencontres que j'ai fait, des voyages que j'ai fait et que je continue à faire. Hein. C'est ça qui est riche parce que pour moi, les voyages, c'est une part importante de ma vie parce que tout à l'heure, tu disais, avec Internet, l'IA, etc., on peut faire tout ce qu'on veut aujourd'hui. Moi, c'est pour ça que j'ai aussi besoin d'aller sur place. J'ai besoin d'aller sur le terrain. J'ai besoin d'aller voir les gens, de leur parler, de voir les choses. Je fais moi mes photos. Moi, je vois les trucs. On me la raconte pas. C'est pas de l'IA, c'est pas d'Internet, c'est pas un bouquin. Je veux vivre les choses et l'expérience. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ça qui est enrichissant. C'est à la fin d'une vie, qu'est-ce que c'est qui est important? C'est ce qu'on a vécu. C'est les expériences qu'on a vécues. Donc, je ne veux passer à côté d'aucune d'entre elles que je puisse vivre. C'est pas possible pour moi. Pour moi, j'ai réussi à assouvir tous mes rêves d'enfant par rapport à des voyages et des destinations. Maintenant, je travaille sur mes destinations et mes rêves d'adulte, mais il y a tellement. Et voilà, je continue à parcourir comme ça la planète qui est jonchée de choses comme ça, un peu mystérieuses et magiques. Et voilà, d'aller au contact de tout ça, j'ai besoin d'être sur le terrain à un moment donné. Sinon, je ne pourrais pas vous parler aujourd'hui, je n'aurais pas pu faire ce bouquin parce que j'ai vécu plein de choses magiques avec les crânes que je raconte. Mais si moi, je les ai vécues, tout le monde peut les vivre. Je suis pas un élu, je ne suis pas un être à part. C'est qu'à un moment donné, il faut se donner les moyens de vivre ce qu'on a envie de vivre. Et il faut y aller. Alors, c'est vrai, voyager, ça coûte cher aujourd'hui. Les billets d'avion, ils ont explosé. Avant, quand je partais au Pérou, manger au Pérou, un repas, ça coûtait 8 euros. Maintenant, on est plus près des 15. Donc, ça a doublé, tu vois, pareil pour l'hébergement, enfin pour tout. Donc, c'est un investissement de voyager. Ça coûte cher, mais c'est tellement enrichissant. Voilà, il n'y a pas de... C'est un vrai voyage aussi vers soi qu'on fait quand on voyage. C'est pas que vers une destination. C'est aussi vers les gens qu'on rencontre. C'est aussi un voyage vers les personnes du groupe. Il n'y a jamais de hasard. Si tout le monde est là dans ce voyage-là, c'est parce qu'ils ont des choses à vivre et entre eux, entre les personnes du groupe, et avec les lieux qu'on va visiter. Donc, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et tout est connecté, et tout se rejoint à un moment donné. Et c'est pour ça que c'est magique. C'est quand on en a conscience, c'est de le voir se mettre en place. C'est exceptionnel. Mais après, je ne suis pas toujours dans cet état-là, parce que je travaille beaucoup, j'organise des salons du bien-être, ça me prend beaucoup de temps. Donc, je suis très dans le mental aussi. Et quand je coupe, j'ai cette faculté de couper mon mental du travail pour tout de suite de switcher entre les deux et de me reconnecter si j'ai besoin à l'énergie des dauphins, avec qui je vais nager depuis une dizaine d'années maintenant, ou des crânes de cristal, ou de mes guides galactiques, ou voilà. Mais ça, c'est à force de travailler, à force de méditer aussi avec les crânes qu'on peut le faire. Et aujourd'hui, même si Sirius, par exemple, il n'est pas avec moi, je sais qu'à distance, je peux me reconnecter à lui et le ressentir vraiment. Je vais te poser la question. Mettons une personne qui ne dispose pas d'un crâne, mais qui veut, par exemple, se connecter au crâne dont tu parlais, Max, par exemple. Est-ce qu'il peut le faire à distance? Oui, absolument. Ça, j'en suis persuadé. Je le fais. Alors, je le fais, c'est peut-être plus facile pour moi parce que c'est un crâne que j'ai reçu plusieurs fois en France. Donc, j'ai passé des nuits avec Max. J'ai eu un vrai contact avec lui. Et Sirius, mon crâne aussi, a été en contact avec Max souvent. Donc, c'est peut-être plus facile pour moi. Mais par exemple, dans le bouquin, il y a un crâne que j'ai jamais rencontré encore. Mais je l'ai mis en pleine page dans le livre parce que il a une énergie et je rêve d'aller le voir, tu vois. Et une belle énergie et vraiment on la ressent à travers la photo. Et pour moi, c'était important d'avoir ces photos pleine page couleur dans le bouquin pour que justement la connexion se fasse. J'ai des retours aussi. J'ai fait un oracle sur les crânes de cristal il y a 4 ans, 5 ans. Pareil, les gens me font des retours en me disant que c'était magnifique, ils arrivaient à se reconnecter à l'énergie de chaque crâne et que ça fonctionnait vraiment. J'ai de très, très beaux retours là-dessus. Donc oui, on peut se reconnecter même si on n'a pas le crâne. Je ne vous dis pas qu'on aura les mêmes informations, que ça sera aussi puissant que quand on a les mains posées dessus, forcément. Mais on arrive à faire un contact. Et que ce soit l'oracle ou le livre, c'est une première approche peut-être pour ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler avec les crânes, d'essayer de commencer à se connecter avec eux. Pour après, pourquoi pas passer dans la réalité et être gardien d'un crâne de cristal. Mais encore une fois, c'est lui qui vous choisira et pas l'inverse. C'est ça. Merci beaucoup, Patrice. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour toutes tes connaissances. C'était passionnant, vraiment. Merci à toi.
mettrai Avec le plaisir, lien merci pour la visite. pour les personnes qui veulent te suivre. Je mettrai le lien sous la vidéo. Merci à vous tous de nous avoir suivis cet après-midi. Vous pouvez me retrouver ce soir pour les énergies de la semaine, 20h30. Voilà, je vous dis donc à tout à l'heure. Bel après-midi à tous. On vous embrasse.